Bonjour. Aujourd'hui, nous allons voir un cours important en élevage. Qu'est-ce qu'un animal de race et qu'est-ce qu'une race animale? A priori, deux questions dont les réponses semblent évidentes, mais nous allons découvrir que ce n'est peut-être pas aussi évident que cela. Un sujet pour de sérieuses remises en cause. Réflexion préalable. Un premier paradoxe est de constater que si la notion de race a plutôt bonne presse lorsque l'on parle d'animaux, il en va tout autrement s'il s'agit d'humains. Il est de bon ton de nier la notion de race humaine, mais chez les animaux, ce sont les animaux de race que l'on met en avant. Dans le langage ordinaire, en effet, animal racé, animal de race, animal de pure race sont des expressions valorisantes qui prétendent sous-entendre le nombre de qualités plus ou moins exceptionnelles. Mais encore une fois, qu'est-ce donc qu'un animal de race? Définition administrative. Un chien de race est inscrit à un livre d'origine. D'un point de vue strictement administratif, la réponse est très claire. Un chien ou un chat ne peut être dit de race que s'il est inscrit à un livre d'origine. En France, ce livre d'origine est confié pour les chiens à la seule Société Centrale Canine et s'appelle Livre des origines françaises, LOF. Pour les chats, il s'agit du livre officiel des origines félines, LOF, confié à la Fédération pour la gestion du livre officiel des origines félines. Peut également être considéré comme chien ou chat de race un animal inscrit à un livre d'origine d'un pays étranger, sous réserve que ce livre soit reconnu par les instances françaises. Comment un animal peut-il se trouver inscrit? En principe, il est suffisant que ses deux parents soient inscrits et que toutes les démarches administratives nécessaires aient été correctement conduites. En France, mais seulement en France, les chiens doivent en outre avoir passé avec succès l'épreuve dite de confirmation. Un expert confirmateur aura vérifié la conformité du sujet avec le standard de sa race. Ce qui est intéressant à noter, c'est qu'une simple négligence ou une erreur d'administration peuvent faire perdre à un animal sa qualité de race. Qu'importe son phénotype ou la valeur de son génotype, qu'importe par exemple que ses deux parents soient tous les deux champions parés des titres les plus prestigieux, s'ils ne sont pas parvenus dans les délais impartis les déclarations de saillie, de naissance, l'avis de l'expert confirmateur, le fait administratif l'emportera sur la logique biologique et l'animal ne sera pas de race. Organisation de la cynophilie. Il existe une organisation de la cynophilie qui commence avec les clubs de race des pays regroupés au sein des sociétés canines nationales, elles-mêmes fédérées au niveau mondial par la Fédération cynologique internationale, FCI. Cette organisation pyramidale n'est pas seulement responsable de l'écriture des standards de race, mais par le jeu d'exposition et de concours, elle agit pour l'amélioration des races. Tous les pays n'adhèrent d'ailleurs pas à cette fédération, c'est le cas de nombreux pays anglo-saxons, États-Unis, Angleterre, Australie. Le détail de cette organisation, la hiérarchie des titres et des concours, tout cela est évoqué en détail dans nos entretiens Tout savoir sur le handling. Il est donc inutile d'y revenir ici. Race et coût. En dehors même de tout effort de sélection, la production d'un animal de race au sens administratif de l'expression a un coût qu'il serait bien imprudent de négliger. Un coût et des contraintes. Citons l'une d'entre elles, l'interdiction pour un éleveur qui veut produire des chiens de race de produire autre chose que des chiens de race. Approche scientifique de la notion de race. À ce stade de notre réflexion, force est de constater que le seul point de vue administratif ne saurait répondre complètement à notre interrogation. Qu'est-ce qu'un animal de race ou encore qu'est-ce qu'une race animale? Une première approche peut se faire par les phénotypes. Les animaux d'une même race devront présenter des phénotypes assez proches les uns des autres. En outre, il faudra que les croisements entre ces phénotypes continuent de produire des phénotypes proches, ce qui sous-entend une certaine homogénéité des génotypes. Race et sélection naturelle. Question: comment des races se constituent-elles dans la nature? Entre en jeu d'abord la sélection naturelle. Les phénotypes les mieux adaptés à un environnement transmettent prioritairement leur génotype.
On conçoit assez facilement qu'une population adaptée à un climat tempéré se distingue à la longue d'une autre adaptée à un climat froid. Vient ensuite ce que l'on appelle la sélection sexuelle. Pour des raisons diverses, on observe que certains individus attirent plus les partenaires sexuels que d'autres, et cela même quand les critères de cette préférence ne semblent pas aller dans le sens des meilleures conditions de survie des individus. L'exemple le plus classique est celui du paon. Son magnifique plumage est sans doute un handicap pour éviter ou fuir les prédateurs. Mais comme ce sont les plus beaux plumages qui plaisent le plus aux dames de l'espèce, ce sont ceux-là dont la descendance sera la plus assurée. Enfin, les hasards de certains isolements géographiques peuvent conduire à l'apparition de génotypes spécifiques à certaines régions. Dans tous les cas, on observe une certaine stabilité des phénotypes qui semblent osciller autour de valeurs moyennes avec des évolutions lentes et peu perceptibles. Race et sélection artificielle. À son tour, par sélection, l'homme fixe des phénotypes qui deviennent des races animales domestiques. Une race aura pour ambition de valoriser un ou plusieurs critères, ou tout simplement de correspondre le mieux à la définition d'un standard. Les races artificielles sont des illusions. Il existe de nombreuses races de lapins domestiques, et l'une d'entre elles se distingue des autres par la taille des individus, beaucoup plus grands que les sujets des autres races. Il s'agit du géant des Flandres. On raconte qu'un éleveur australien s'était procuré plusieurs reproducteurs de cette race, et que par maladresse il en a laissé s'échapper quelques-uns, qui ont cependant continué de faire ce qu'on avait prévu pour eux, se reproduire dans le plus grand enthousiasme. Or, en quelques générations, les survivants de ces accouplements, au demeurant semble-t-il assez nombreux, ont vu leur taille se réduire à celle de lapins ordinaires. Comment expliquer cette métamorphose ? Le plus simplement du monde. En l'absence de toute pression sélective de l'éleveur, qui écarte du processus reproductif les sujets qu'il juge les moins conformes aux standards de la race, en quelques générations, on retourne aux standards ordinaires. Très vraisemblablement, en partant de n'importe quelle population d'une race de chiens, si l'on laissait ces animaux se reproduire entre eux en l'absence de toute pression sélective, quelle qu'elle soit, on retrouverait tôt ou tard un modèle fort éloigné de la race initiale. C'est que le maintien dans le temps des caractéristiques d'une race artificielle passe en réalité par l'élimination en tant que reproducteur des sujets qui s'écartent plus ou moins du modèle. En clair, d'un point de vue strictement biologique, les races de chiens, ou tout au moins un très grand nombre d'entre elles, ne correspondent à aucune réalité. Si on laissait les animaux choisir librement leurs accouplements, un grand nombre de caractéristiques des standards disparaîtraient en quelques générations. Peuvent faire à la rigueur exception certaines races dites primitives, sans doute parce que précisément de telles races sont en réalité le résultat non d'une sélection artificielle, mais d'une sélection naturelle. Les deux jambes de la sélection artificielle. Cela dit, il est intéressant de réfléchir quelques instants au processus de sélection artificielle. En réalité, ce dernier marche toujours plus ou moins sur deux jambes. La première, c'est le processus d'élimination. On ne laisse pas se reproduire les animaux dont on estime le phénotype plus ou moins non conforme. Souvent, on parlera alors de défaut. Mais ce dernier terme ne doit pas prêter à confusion. Certains défauts le sont en effet, en cela qu'ils présentent une forme de handicap pour l'animal lui-même, ou tout au moins pour le rôle auquel il était dévolu. En somme, il ne s'agit que de reproduire à l'échelon humain la sélection darwinienne de la nature sauvage. Mais d'autres défauts, ou que nous qualifions comme tels, n'ont rien à voir avec un quelconque handicap, mais se rapportent seulement à un écart avec une définition du standard, dont à ce niveau il faut bien reconnaître tout l'arbitraire. L'autre jambe de la sélection, c'est la recherche des qualités, c'est-à-dire le choix pour la reproduction des meilleurs sujets, c'est-à-dire des sujets se rapprochant le mieux de l'idéal d'un standard. Or, cette seconde approche, dont l'intuition donne à croire qu'elle est la voie privilégiée vers l'excellence, ouvre en réalité la porte à toute une série de problèmes. Un champion n'est pas nécessairement un bon reproducteur. Et voici donc le premier d'entre eux. C'est que rien ne garantit le génotype du meilleur des champions.
Un champion peut parfaitement se révéler un reproducteur médiocre, voire à l'extrême de mauvaise qualité. Cela est si vrai que si vous voulez commencer un élevage et que vous avez le choix, n'achetez pas les champions, préférez leurs parents. La consanguinité. Le mot tabou, celui qui fait peur. Mais qu'est-ce que la consanguinité et faut-il la craindre? Tout d'abord, commençons par noter ceci. Il ne peut pas exister de sélection artificielle sans consanguinité. Une affirmation qui choquera certains et que je vais donc étayer. En effet, les animaux d'une même race, quand ils expriment des phénotypes très proches, sont par définition des homozygotes, par rapport à toute une série de caractères permettant d'identifier l'appartenance à cette race. Un caractère génétique n'est fixé que si l'on tient des individus géniteurs homozygotes par rapport à ce caractère. Il s'ensuit que le croisement d'homozygotes est d'une façon ou d'une autre un croisement consanguin. Ou dit autrement, il ne peut guère exister de race dite pure sans un certain degré de consanguinité entre les animaux de cette race. Le problème, c'est que le processus même de sélection conduit à augmenter encore le degré de consanguinité des individus. La recherche effrénée de la qualité, ou de ce que nous appelons qualité, conduit à privilégier les accouplements avec des sujets réputés, ou tout au moins des descendants ou des proches de ces sujets. Pour les races de chiens à effectif modéré, on trouve par exemple certains noms de reproducteurs sur la quasi-totalité des pédigrés. Souvent, l'ambition d'un éleveur de chiens de race va plus loin que la seule production d'animaux de race. Il veut encore que les animaux produits soient aussi homogènes que possible et deviennent en quelque sorte une signature de son élevage. Il se trouvera plus ou moins encouragé en cela par l'organisation même de la cynophilie. Par exemple, lors des expositions, sont proposés des concours dits de lots d'élevage. Les concurrents présentent un certain nombre de chiens issus de leur élevage et le gagnant sera celui qui pourra présenter le lot le plus homogène. Or, la seule manière de fixer un type sur plusieurs générations est d'utiliser des géniteurs très proches les uns des autres, en clair, des géniteurs consanguins. L'interdit de la consanguinité. Le monde de l'élevage des animaux domestiques a d'abord nié la réalité de cette consanguinité. On a par exemple voulu distinguer ce que les anglo-saxons appellent inbreeding et linebreeding, que l'on pourrait traduire par consanguinité proche et consanguinité éloignée. Dans le premier cas, il s'agit de l'accouplement de deux sujets de la même famille, un frère et une sœur, des descendants d'un même parent. Dans le second, les sujets sont en apparence plus éloignés, mais ont des ancêtres communs. En réalité, ces distinctions n'ont d'autre effet que de rassurer ceux qui les pratiquent, mais du point de vue génétique, les conséquences sont rigoureusement les mêmes. Il n'y a pas réellement de différence entre les deux procédés. Les accouplements vont occasionner des échanges d'allèles, certes, mais il s'agit d'allèles identiques. On a ensuite voulu nier que cette consanguinité puisse présenter des inconvénients dans le cas d'animaux de grande qualité. Personne, en effet, n'irait nier les soucis fort prévisibles de croisement de sujets présentant des tares communes. Mais quel risque y aurait-il dans le cas de sujets exempts de tares, et qui n'auraient à transmettre à leur descendance que des bons gènes, ou plus précisément, pour tous leurs gènes, que des allèles corrects. Pourtant, la consanguinité n'est pas seulement un interdit humain, commun à toutes les civilisations, toutes les cultures, toutes les époques. C'est aussi un interdit chez de très nombreuses espèces animales. Le processus est connu. Les jeunes animaux élevés ensemble n'éprouvent pas les uns pour les autres une fois adultes d'attirance sexuelle. Ce phénomène a été souvent observé et décrit chez les loups, les coyotes et nombre d'autres canidés, ainsi que chez les félins. En principe, les accouplements consanguins ne s'y produisent jamais et les jeunes vont chercher ailleurs que dans leur propre famille leur partenaire sexuel. Génome et consanguinité. Mais si la sélection darwinienne a eu pour effet d'éliminer les sujets enclins à des mariages consanguins, ne retenant que ceux qui n'étaient pas enclins, comment croire sérieusement à des effets bénéfiques et à long terme de la consanguinité? Ce que la nature n'a pas voulu, se révélerait-il bon quand c'est l'homme qui en décide? Il existe des espèces très consanguines, le record à ce sujet étant les petits pois de Mendel.
Mais convenons que les mammifères ne sont pas des petits pois, et que chez les premiers, des exemples de consanguinité prolongée et réussie ne semblent pas exister. En fait, il est facile de comprendre les inconvénients des croisements homozygotes. Lors de croisements hétérozygotes, dans le cas d'une reproduction sexuée, on assiste, comme vous le savez, à une combinaison des allèles des mêmes gènes. Or, cette combinaison n'existe pas avec des homozygotes. Encore une fois, les allèles échangés sont par définition identiques. Voilà qui produit très rapidement au sein d'une population ce que l'on appelle une dépression de consanguinité ou appauvrissement du génome. Supposons un allèle défectueux sur un gène. Dans le cas d'un accouplement hétérozygote, cet allèle aura au plus une chance sur deux d'être transmis, et une chance encore plus faible de s'exprimer. Mais dans le cas d'un accouplement homozygote, ce n'est plus une chance sur deux, mais 100 chances sur 100. La contrepartie de la consanguinité, l'appauvrissement génétique. Rapidement, les avantages de la consanguinité se trouvent effacés par ses inconvénients. Il faut tout d'abord comprendre que le plus souvent, la nature est un équilibre. Il n'existe pas d'individu ne présentant que des qualités et exempt de défauts. C'est le contraire que l'on observe. Les plus brillantes qualités sont souvent assorties de défauts ou de faiblesses dont il faut plus ou moins s'accommoder. Un sujet consanguin exprimera souvent de tels défauts. Ce sera notamment le cas des maladies génétiques récessives, dont les effets ne se fussent pas exprimés lors de croisements hétérozygotes. Une autre conséquence des génomes appauvris est une moindre résistance à certaines maladies, avec par exemple une perte d'efficacité des défenses immunitaires. D'autres problèmes vont apparaître tels qu'une réduction de la fertilité, l'apparition de défauts congénitaux, l'apparition d'asymétrie. Par exemple, certaines races de chiens ou de chats se trouvent concernées parfois dans une très forte proportion par des maladies dont l'origine génétique ne fait plus de doute. Cela pourrait-il aller jusqu'à la disparition de certaines races? Si l'on se réfère à l'exemple des bovins, la question est loin d'être absurde. Nombreux sont les généticiens à s'inquiéter de la disparition de très nombreuses races bovines au cours des 20 dernières années, avec pour conséquence un nombre fort limité de races survivantes. Un problème par conséquent à ne pas prendre avec trop de légèreté. La retrempe. Remarque préliminaire. Le croisement de deux individus même très consanguins, mais non consanguins entre eux, produit des sujets totalement non consanguins. Est-ce à dire que le nouveau génome ainsi créé a retrouvé toute la richesse des génomes primitifs? Une espérance sans doute présomptueuse. Le mariage de deux pauvretés ne fait pas nécessairement grande richesse. Cependant, quand les sujets d'une race se trouvent confrontés à une dépression génétique évidente, l'idée d'un recours à des géniteurs extérieurs ne peut que s'imposer. C'est ce que l'on appelle la retrempe, outcrossing pour les anglo-saxons. Le plus simple est de choisir un sujet d'une race proche. Le patrimoine génétique de la première génération se trouve donc soudainement enrichi. Évidemment, ce qui est à craindre, c'est une perte du phénotype. Mais par des accouplements judicieux, on peut espérer récupérer rapidement ce génotype sans revenir trop vite aux inconvénients d'une extrême consanguinité. La retrempe peut être une forme de malhonnêteté. L'éleveur qui a pratiqué la retrempe déclare comme parent de la porter un autre animal que celui qui a permis la retrempe. Une malhonnêteté qu'il est aujourd'hui possible de démontrer à l'aide de tests ADN. Dans d'autres cas, la retrempe peut se faire de manière officielle avec l'accord d'un club. La première génération ne sera pas déclarée comme étant de race, mais les descendants redevenus conformes aux standards de la race pourront être inscrits à titre initial. C'est même la seule manière de sauver certaines races à peu d'effectifs. La retrempe se pratique aussi de manière plus ou moins officieuse pour développer certaines caractéristiques d'une race. Les qualités de nez pour des races de chasse ou les couleurs dans d'autres cas. Dans certains cas, on peut même arriver à la création de nouvelles races. Le caniche gris obtenu avec des retrempes de Bedlington en constitue une excellente illustration. Le procédé peut cependant entraîner de sérieuses désillusions. Dans certains pays, des éleveurs de caniches abricots ont imaginé soutenir la couleur abricot
par une retrempe avec des Spitz nains tirant vers l'orangé. La première génération a donné toute satisfaction. Les hybrides obtenus avaient tout d'un caniche, avec cependant une couleur tirant vers le rouge, du plus admirable effet. Mais les générations suivantes ont ménagé des surprises. Outre que les museaux perdaient souvent l'expression caniche, certains sujets montraient des oreilles courtes et plus ou moins redressées, de vraies oreilles de Spitz. Les races en question. Les progrès de la génétique permettent de comprendre la grande difficulté de maintenir à la fois des génomes riches et des phénotypes rapprochés. Non seulement de nombreux généticiens parlent d'impasse génétique à propos de toutes les races, mais même à propos des espèces. Certains théoriciens expliquent par exemple que même sans une certaine météorite, les dinosaures auraient de toute façon disparu depuis longtemps par appauvrissement inéluctable de leur génome. Selon eux, toute espèce est une impasse génétique. Ce qui serait vrai pour les espèces ne pourrait l'être que plus encore pour les races. Aujourd'hui, plusieurs courants d'opinion à travers le monde remettent en cause de façon plus ou moins vigoureuse l'idée d'une quelconque supériorité des chiens ou des chats de race pure, et dénoncent au contraire certaines de leurs faiblesses. C'est presque un secret de Polichinelle que tel champion de telle exposition de renommée mondiale est mort l'année même de sa victoire d'une maladie génétique propre à sa race. Le monde de l'élevage n'est pas prêt cependant à se remettre en question, et ces vérités pourtant connues de beaucoup demeurent soigneusement occultées par les puissants lobbies de l'élevage officiel. Pourtant, dans certains pays, une mode et un goût pour les hybrides se font jour. Même en France, certains établissements de formation de chiens guides d'aveugles donnent la préférence à des hybrides de grands caniches et de labrador. Le phénomène d'hétérosis conduit à des sujets qui ont plus de qualité pour le travail qu'on va leur confier que chacun de leurs parents. L'hypocrisie ici atteint d'ailleurs des sommets. Comme on ne veut pas reconnaître que l'on a produit volontairement des bâtards, on veut faire croire à la création d'une nouvelle race baptisée Labradoodle. Mais il ne s'agit en rien d'une nouvelle race, puisqu'il n'y a rien à attendre de l'éventuel croisement de ces hybrides. Ce qui est en cause, ce n'est peut-être pas tant la notion d'animal de race que les critères retenus pour les définitions d'une race. Jusqu'à une époque récente, la sélection visait moins des modèles esthétiques que des qualités pratiques. On recherchait les meilleurs chiens de chasse, de garde ou de berger. C'est d'ailleurs ce qui continue de se produire pour les races dites de travail. Le danger pour les races qui ne sont sélectionnées que pour ce qu'il est convenu d'appeler la beauté est peut-être une pression sélective inconsidérée, conduisant à la production d'hypertypes au détriment des qualités physiologiques et psychologiques réelles des individus. Il s'agit là sans doute d'une interrogation qui devrait rester une forme de préoccupation constante d'un éleveur responsable. Merci pour votre attention. À bientôt.